Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de cours à distance où nous allons continuer le cours sur les différents courants en psychologie. Donc pour ce cours, je vous invite à reprendre les feuilles que je vous ai distribuées la semaine passée et au journal de classe, vous pouvez donc indiquer les différents courants en psychologie. Alors, petit récap de ce qu'on avait vu la semaine passée. La psychologie, eh bien, elle cherche à expliquer différentes choses. Les processus mentaux, comment ça se passe là-haut, mais aussi comment on se comporte. Donc, ce sont les deux sujets d'études principaux de la psychologie. Le truc, c'est que dans la psychologie, il y a donc différentes façons d'expliquer les choses. On avait fait un petit exemple avec cette question, comment expliquer l'agressivité de Georges. Chaque courant va donner une explication différente. Alors, qu'est-ce que cela implique? Que chaque courant a certes sa manière particulière d'expliquer les choses. Mais le fait qu'il existe différents courants ne signifie pas qu'il y a un courant plus juste qu'un autre ou qu'il faut prendre parti. On n'est pas obligé de se positionner sur ces différents courants. Donc ça, c'est quelque chose que je veux que vous gardiez en tête durant tout ce cours. On va voir différents courants. Je ne vous demande pas de choisir quel est votre préféré, même s'il est fort probable que vous ayez des préférences. Mais l'important, c'est vraiment de pouvoir tirer de chacun des courants des enseignements utiles pour comprendre les personnes qui vous entourent. Donc voilà, si on reprend l'exemple de Georges, on peut avoir une préférence dans notre manière d'expliquer les choses. Il est agressif parce qu'il a des problèmes familiaux, il est agressif parce qu'il a des pulsions à libérer. Il y a des tas d'explications possibles, ce qui ne signifie pas pour autant que les autres explications sont fausses. Mais chaque explication, eh bien, va apporter une vision intéressante de la situation et va nous permettre d'intervenir sur la situation d'une manière qui nous convient. Alors, je vous avais dit que 5 courants seraient abordés dans ce cours. Donc on avait vu, que nous aborderions la psychanalyse, le behaviorisme, l'humanisme, le cognitivisme et le courant socio-culturel. Et on était en plein, on était en train d'expliquer le courant psychodynamique. Alors, premier point, les niveaux de conscience. Nous l'avions vu en classe, nous avions la partie consciente qui concerne l'ensemble des pensées et des informations dont une personne est consciente actuellement ou dont elle se souvient. C'est vraiment ce qu'on a en mémoire dans notre pensée actuellement de manière consciente. Ensuite, de l'autre côté, nous avons l'inconscient. Cette fois, ce sont les pensées, les motifs, les pulsions, les désirs, tout ce qui va échapper à notre activité consciente normale. Et c'est là que la psychanalyse intervient. Elle va essayer de découvrir tous ces contenus inconscients. Et ensuite, entre le conscient et l'inconscient, nous avons le préconscient. Le préconscient, concerne les pensées, les informations dont une personne peut, moyennant quelques efforts, aisément prendre conscience. Donc le préconscient, il va nous permettre, avec un certain effort, de récupérer des informations de l'inconscient pour les amener vers le conscient. Ensuite, vous aviez également repéré à quelle partie de l'iceberg pouvaient correspondre les différents niveaux de conscience. Alors iceberg, pourquoi? Parce que c'est une image très courante et très utilisée pour représenter ces différents niveaux de conscience, et donc Freud a employé cette image parce qu'elle permet de représenter une partie immergée, semi-immergée et émergée. Et ce qui est important dans la métaphore de l'iceberg, c'est qu'on ne se rend compte que de ce qui est émergé et pourtant il y a une partie très, très importante qui est immergée et qu'on ne soupçonne pas. Ce qui veut dire que la conscience, elle prend une place très importante dans la psychanalyse et en tout cas, selon la psychanalyse, chez l'être humain. Voilà pour les niveaux de conscience. Et on allait ensuite aborder le point 1.2, structure de notre personnalité. Alors pour la structure de notre personnalité, on peut imaginer que nous avons 3 grandes entités. Premièrement, le ça. Alors qu'est-ce que c'est le ça? Eh bien le ça, il est à l'origine de nos pulsions. Des pulsions sexuelles, des pulsions de colère, des pulsions d'agressivité, des pulsions de vie, des pulsions de mort. Et toutes ces pulsions, eh bien, elles vont créer une tension à l'intérieur de nous. Et afin de les réduire, eh bien, on va essayer de satisfaire dans l'immédiat nos plaisirs.
Imaginez une pulsion de colère et d'agressivité, eh bien, elle va créer une certaine tension dans votre corps. Et pour libérer cette tension, vous allez vouloir satisfaire votre plaisir immédiat, c'est-à-dire, par exemple, frapper la personne qui vous met en colère. Vous allez frapper cette personne et libérer cette tension. Par exemple, vous avez une pulsion sexuelle qui va créer une tension chez vous. Vous avez besoin de libérer cette pulsion. Du coup, vous allez, selon le ça, essayer de vous masturber dans l'immédiat ou de faire l'amour avec cette fille, ce garçon, afin de libérer cette tension. Ensuite, nous avons le surmoi. Alors le surmoi, entre guillemets, il est à l'opposé du ça. Il est notre conscience morale, notre ensemble d'interdits sociaux, de normes, de règles. Et le surmoi, il est satisfait lorsque l'on va agir selon l'idée que l'on se fait du moi idéal. Alors le moi, c'est vous. Donc si vous agissez selon le moi idéal, eh bien votre surmoi, il est très content. Par exemple, je dois avoir le consentement de mon partenaire. Je ne peux pas faire l'amour avec cette fille, ce garçon, sans avoir le consentement. C'est une règle. Je ne dois pas faire l'amour. Je ne dois pas faire l'amour en lieu public. C'est également un interdit social. C'est une norme, une règle bien connue. On ne fait pas l'amour dans un lieu public. Et ça, c'est le surmoi qui va dicter toutes les règles et qui va dire 2 secondes au ça de se calmer pour que le moi agisse selon son idéal. Ce qui nous amène donc au moi. Le moi sera donc la partie rationnelle de notre psychisme et qui va se préoccuper de la réalité. Pourquoi je parle de réalité? Parce que nous avons d'un côté le surmoi et le ça qui vont chacun donner des conseils, des ordres, et ils vont chacun donner leur avis entre guillemets. Et le moi, eh bien lui, il doit agir dans la réalité. Il doit prendre en compte ce qui est dit par le ça et ce qui est dit par le surmoi et agir dans le vrai, en public, dans la société, en réalité. Il va donc s'efforcer de maîtriser les pulsions du ça, tout en tenant compte des exigences du milieu social et de l'estime de soi qui lui sont dictées par le surmoi. Vous pouvez avoir cette image en tête d'une conscience démoniaque et d'une conscience et du petit ange sur les 2 épaules qui vont donner des conseils et l'avis à une personne. Eh bien, le moi, il est un peu comme ça. Il va écouter les conseils du démon, le ça, il va écouter les conseils du petit ange, le surmoi, il va faire la part des choses et il va agir dans la réalité. Par exemple, je vais attendre d'être rentré de l'école pour me masturber, ou je vais d'abord séduire la personne et m'assurer de son consentement. Ainsi, il satisfait le ça, il va libérer cette tension, mais il va également satisfaire le surmoi. Il va faire en sorte de respecter l'ensemble des règles sociales. Voilà donc pour la structure de notre personnalité. Maintenant, je vais vous parler du lien qu'il y a entre les structures de notre personnalité, donc le moi, le surmoi et le ça, et les niveaux de conscience, donc l'inconscient, le conscient et le préconscient. Si on reprend cette image de l'iceberg, eh bien, on considérera que le ça, il est complètement immergé, il est complètement inconscient. Après, pour ce qui est du moi et du surmoi, c'est un peu plus compliqué, un peu plus complexe. En grande partie, on peut imaginer que le moi, il est conscient. On voit qu'il y a une grande partie qui est émergée. Et pour le surmoi, il est à la fois immergé, à la fois émergé. C'est assez complexe à comprendre, du coup, je vous suggère de vous référer à cette image qui est certes fort simplificatrice, mais qui nous permet de mieux comprendre ce lien entre la structure de notre personnalité et niveau de conscience. De nouveau, le ça, c'est notre inconscient. Il regroupe toutes nos pulsions inconscientes, comme nos pulsions violentes, sexuelles, immorales, irrationnelles, et donc nos désirs irrationnels et honteux. Alors que le moi, eh bien, c'est notre conscience, ce sont nos pensées et nos perceptions de la réalité du moment présent et des souvenirs dont on se souvient facilement. Donc ça, c'est notre conscient. Et ensuite, nous avons le surmoi. Le surmoi, je vous l'avais dit, hein, il essaye de calmer un petit peu le ça. C'est donc notre censure inconsciente de nos pulsions non acceptables qui va permettre au moi de faire le pour et le contre et d'agir dans la réalité. Voilà donc pour le rapport entre les structures de personnalité et les niveaux de conscience. Les mécanismes de défense, troisième point à aborder dans le courant psychodynamique. Alors, quand est-ce qu'on utilise des mécanismes de défense? Eh bien, c'est lorsqu'il y a une opposition entre les trois structures de notre personnalité, donc le ça, le surmoi et le moi.
Ce conflit, eh bien, cette opposition, eh bien, elle va amener à un conflit intrapsychique. Imaginez, vous avez le ça qui a vraiment envie de frapper quelqu'un. Et le surmoi, il lui dit: «Non, calme-toi, on ne peut pas frapper quelqu'un, ce n'est pas comme ça que ça marche dans la société». Du coup, on a un conflit intrapsychique et le moi, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus écouter. Ce qui va déboucher sur une grande angoisse et une grande anxiété. Et pour essayer de réduire cette angoisse et cette anxiété, eh bien, le moi, il va faire appel à des mécanismes de défense. Par exemple, imaginons, nous avons un homme homosexuel refoulé. Quel pourrait être son ça? Je vous invite à mettre en pause la vidéo pour réfléchir 2 secondes de votre côté à qu'est-ce que pourrait lui dicter son ça et qu'est-ce que pourrait lui dicter son surmoi dans le cas d'un homme homosexuel refoulé. Moi, je vais continuer la vidéo et donner les réponses. Alors, le ça pourrait être son désir de fréquenter des hommes. Il a une pulsion sexuelle qui le dirige vers d'autres hommes. Tandis que son surmoi, eh bien, il va peut-être lui dire que c'est mal, que c'est une maladie, qu'il ne peut pas, qu'il doit être hétérosexuel. Alors, ici, c'est un exemple dans le cadre de ce cours. Nous pouvons imaginer que cet homme, à cause de son éducation, à cause de sa culture et à cause de ses propres pensées personnelles, il pense que c'est mal. Évidemment, ce n'est pas comme ça que j'imagine les choses. On est vraiment dans le cadre d'un exemple. Donc, il y aurait un conflit. Son ça lui dit: «J'ai envie d'être avec des hommes» et son surmoi lui dit: «Non, tu dois être avec une femme. C'est comme ça que c'est dans la société, c'est la normalité». Et du coup, le moi, il doit gérer ce conflit d'intérêts intrapsychique qui va générer beaucoup d'angoisse chez cet homme. D'un côté, il est attiré par les hommes et d'un côté, il ne veut pas l'être. Son surmoi lui dit que son moi idéal doit être hétérosexuel. Et du coup, cet homme, il va appel faire appel à des mécanismes de défense pour réduire cette angoisse. Le refoulement, par exemple. Le refoulement, c'est le rejet et le maintien de contenus anxiogènes dans l'inconscient. Et c'est ainsi qu'on peut avoir un homme homosexuel refoulé. Il va refouler dans son inconscient cette attirance pour les hommes pour convenir à l'idéal que le surmoi se fait de lui. Voilà donc pour les mécanismes de défense, ce qui nous amène à cette jolie petite définition. Le mécanisme de défense, les mécanismes de défense, ce sont donc les stratégies automatiques, normales et inconscientes. Ces mécanismes de défense, on n'en a pas conscience. L'homme homosexuel n'a pas conscience qu'il a refoulé des éléments anxiogènes, son homosexualité dans l'inconscient. Et c'est le moi qui est responsable de ces mécanismes. On avait dit que le moi était en grande partie conscient, mais il y a une petite partie inconsciente. Et cette petite partie inconsciente, eh bien, elle est responsable des mécanismes de défense. Et ces mécanismes vont nous aider quotidiennement pour réduire l'anxiété. Mais tout ça, on ne s'en rend pas compte, c'est notre psychisme qui s'en occupe de manière inconsciente. Voilà pour les mécanismes. Et ici, on voit quelques exemples des principaux mécanismes de défense selon la psychanalyse. Le refoulement, nous l'avons vu, c'est le rejet et le maintien de contenus anxiogènes dans l'inconscient. On va laisser de côté ce qui nous stresse et on va le refouler. Nous avons la régression également qui est intéressante, c'est le retour en période de stress à une forme de comportement caractéristique d'un stade antérieur de développement. Si on regarde l'exemple, on voit qu'un adolescent va pleurer lorsqu'on lui interdit d'utiliser la voiture familiale. L'interdit d'utiliser la voiture va provoquer du stress et pour réduire cette anxiété, eh bien, on va régresser à un stade antérieur à notre stade actuel. C'est un adolescent qui se comporte comme un enfant. Là, c'est donc de la régression suite à ce conflit psychique.